7h36, la commune lucernoise d'Orves a choisi d'utiliser un drone muni d'une caméra pour surveiller ses rives difficiles d'accès. Objectif, vérifier que ses habitants ne procèdent pas à des constructions illégales pour améliorer leur baignade dans les eaux du lac des 4 cantons. Alors un drone plutôt que des fonctionnaires, pourquoi pas? Cela coûte moins cher et c'est beaucoup plus pratique que de dépêcher des employés sur un terrain difficile. Mais cette méthode soulève évidemment une question, ne contrevient-elle pas à la protection de la sphère privée? Question légitime quand on sait que 20 000 de ces appareils arpentent déjà le ciel suisse. Et ce n'est sans doute qu'un début. Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin en direct de notre studio de Sion, Sébastien Fanti, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le préposé valaisan à la protection des données. Alors la question des drones est loin d'être anodine, puisque je le disais à l'instant en introduction, pas moins de 20 000 de ces petits objets volants sillonnent notre ciel. Cela soulève d'abord des questions de sécurité, avant même de parler de sphère privée, de sécurité, puisqu'en cas de chute, j'imagine que cela peut occasionner des dégâts. Oui, absolument, et c'est là un des principaux thèmes que nous devrons aborder et résoudre dans le cadre de la régulation de ces appareils, c'est-à-dire comment identifier que ce soit le détenteur comme un véhicule ou alors celui qui était aux commandes du drone, puisqu'il faut le savoir, ce sont des appareils qui sont relativement difficiles à piloter, même si les fabricants ont fait beaucoup d'efforts pour les rendre très aisés, et on a d'ailleurs cette impression quand on le pilote avec un iPhone ou avec un téléphone portable ou une tablette, mais en réalité, il y a plein de facteurs d'extranéité qui peuvent influer sur le vol du drone et c'est ce qui rend l'utilisation de ces petits appareils très dangereuse en fait. Ouais. Alors il y a une limite quand même fixée, non, pour ces drones, pour les exploiter sans autorisation. Je crois que le poids doit être inférieur à 30 kg. Absolument, mais vous devrez quand même respecter certaines conditions, notamment si vous survolez une foule ou justement si vous êtes dans une configuration susceptible de porter atteinte aux intérêts d'autrui. Si vous survolez la piste d'un aéroport, évidemment que ça va générer des problèmes. Et là, il y a des zones réservées qui ont été prohibées pour les drones, notamment à Genève et dans le canton de Vaud, à des occasions ponctuelles. Et maintenant, on se pose la question de zone d'interdiction de survol par les drones. Il y a un rapport qui a été rendu par l'Office fédéral de l'aviation civile le 7 février 2016 qui passe en revue toutes ces questions. Et d'ailleurs, il y a plusieurs dizaines de pages de questions qui sont résolues. Alors, vous parliez du pilotage de ces appareils. Le télépilote doit avoir constamment un contact visuel direct avec l'appareil. Mais est-ce que c'est suffisant pour assurer la sécurité ? Alors, de mon point de vue, aujourd'hui, on a déjà la possibilité d'avoir des dérogations parce que vous avez des drones que vous pouvez piloter à 5 km de chez vous. Je suis ici actuellement à Sion et je pourrais piloter mon drone à Bramois. Donc, évidemment que ça va générer un certain nombre de questionnements. Alors, il y a deux méthodes. Il y a la méthode de l'autorégulation à l'américaine qui dit, voilà, eh bien, on sait que ça va générer des accidents. Et on règle les conséquences de l'utilisation d'un drone en termes donc assurés, voilà, j'arrive plus à le trouver, mais en fait en termes d'assurance et de réparation de dommages. Soit alors on est beaucoup plus analytique et prospectif et on dresse des scénarios comme c'est le cas actuellement en France. Et de ce point de vue-là, également, il faudra faire un gros travail. Donc, je pense que le fait de ne pas revoir le drone, ça n'est pas réservé à des pilotes qui ne sont pas des pilotes professionnels parce que tous les gens avec qui vous parlez, qui utilisent des drones au quotidien, vous le diront. La difficulté, ce n'est pas l'appareil, c'est le pilote. Et bien justement, est-ce qu'il faudra à terme imposer une formation minimale pour télépiloter un tel engin ? Oui, de mon point de vue, manifestement, oui. Des pays comme la France sont en train d'envisager de mettre en place de telles formations. Je pense qu'il faudra immatriculer tels engins, déjà. C'est-à-dire que pour les vendre en Suisse, il faudra qu'ils aient un numéro et qu'on puisse retrouver en cas d'accident ou en cas aussi d'acte illicite. On pourrait tout à fait imaginer qu'un drone soit utilisé pour faire évader un détenu. Et puis le deuxième élément, c'est que je pense que la formation dans des circonstances particulières telles que la topographie d'un canton comme le Valais ou la climatologie devient une nécessité dès lors que vous avez des drones qui ont une certaine importance en termes d'autonomie ou en termes d'envergure également. Sébastien Fanti, la question soulevée par la commune lucernoise d'Orves, c'est bien évidemment celle de la protection de la sphère privée, et c'est à ce titre-là évidemment qu'on vous a invité. Dans ce cas précis, la mission première confiée au drone est d'identifier les contrevenants aux règles de construction. Mais la caméra embarquée peut enregistrer des données annexes, ne serait-ce que votre passion pour les bains de soleil, là, par exemple en tenue d'Adam. Comment s'en protéger justement contre ces dérives ou ces données annexes ? Alors actuellement, il y a tout un débat en doctrine. On est en train de travailler sur un livre à ce sujet-là, donc on a vu qu'il y a plusieurs auteurs qui définissent déjà la sphère privée dans l'espace. À partir de quelle distance on considère qu'on est dans votre sphère privée et déjà
qu'on a un acte qui est répréhensible du point de vue pénal, c'est-à-dire la violation de domicile par l'utilisation d'un drone. Et ça n'est pas encore défini par les tribunaux. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour que l'État puisse utiliser un tel drone, il faut une base légale formelle, puisqu'évidemment, vous allez réaliser des photographies, vous allez réaliser peut-être un film, tout du long de l'utilisation du drone. Et je doute que dans ce canton-là, la base légale formelle soit donnée sur la base des informations dont je dispose à ce jour. Donc, il y a un très grand nombre de réserves à émettre à cet égard. Et puis, le dernier élément, c'est que la technologie avance très très vite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'autonomie permet des vols d'une certaine durée. Avant, c'était 8 minutes, maintenant 12 minutes. Mais bon, là, probablement, ce sera un drone professionnel. Il faudra également qu'on envisage d'appliquer le principe du privacy by design, ce qui signifie qu'on va par nature envisager le problème des images à la réalisation, à la construction du drone, c'est-à-dire qu'on devrait flouter toutes les images, sauf celles réalisées lorsque vous êtes sur site. C'est-à-dire que le drone va survoler une région, il va arriver dans ma rue, et puis au moment où il sera au-dessus de ma maison, c'est là que les images pourront être décryptées, et seulement là. Donc techniquement, c'est possible. Alors, des personnes identifiées ou identifiables ne peuvent être filmées que si elles ont donné leur consentement. Oui. C'est bien ça qui doit être le principe, ou qui est le principe aujourd'hui ? Oui, le consentement préalable. Ouais. On ne peut pas ici venir dire simplement qu'elles ont consenti parce qu'elles ne se sont pas manifestées. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est évidemment l'inverse qui doit avoir cours. Et de ce point de vue-là, on a un problème. C'est-à-dire que les gens, dans le principe actuel de défense de leurs droits, doivent agir en justice, qu'ils ne font que très rarement. Donc, pour les protéger, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller saisir un juge civil pour faire retirer des images, il faudra envisager, dans le cadre de la nouvelle législation sur la protection des données, des normes très strictes quant à l'utilisation des drones, parce que sinon, vous aurez vous-même une grande difficulté à faire retirer ces images, parce que dès qu'elles sont diffusées, notamment sur un réseau social, il y a une quasi-impossibilité de fait de les faire disparaître. Oui, ça rappelle un peu la voiture Google, non ? Absolument, et je pense que le préposé va s'en saisir. Là, vous verrez, si vous lisez le rapport de l'Office fédéral de l'aviation civile, c'est très libéral en disant il faut encourager les drones, il faut ceci, il faut cela. Le préposé a certes été consulté, mais on sent bien la tendance qui est une tendance très libérale. En définitive, moi, pour tous les cas que nous avons eus, je suis quand même très restrictif parce que je considère que malheureusement, c'est humain d'ailleurs, les gens en font un mauvais usage. On a même des cas de parents qui ont été filmés la cour d'école de leurs enfants pour voir s'il n'y avait pas de difficulté avec des petits camarades. Quand on commence à arriver à de telles situations, il faut vraiment s'interroger sur des zones d'interdiction de survol par les drones, parce que manifestement, ce n'est pas l'autorégulation par l'intelligence qui va permettre d'éviter des problèmes. Alors la publication des images est autorisée lorsqu'elle est justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant, mais cette règle suffit-elle selon vous pour se prémunir contre les risques d'utilisation abusive justement des données personnelles ? En aucun cas. Je vous citerai un petit exemple. J'ai un juge que je connais dans une des plus hautes instances judiciaires de ce pays qui me disait « J'ai mon voisin qui fait décoller son drone tous les dimanches matins, il me réveille. Qu'est-ce que je peux faire? Toi qui es en train d'écrire là-dessus, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que j'ai le droit d'abattre le drone ?» Je lui dis « Évidemment non. » Alors j'ai dit « Utilise un jet d'eau, peut-être que ça va permettre déjà d'éloigner le drone. » Vous voyez, on prend ça sur le ton de la boutade, mais je peux vous assurer que les gens qui le vivent au quotidien, parce qu'on a des gens qui s'en plaignent, il y en a de plus en plus de plaintes. Moi, comme préposé, j'en reçois beaucoup, que ce soit pour des caméras de vidéosurveillance installées au domicile des gens et qui scrutent les routes, le voisinage ou des drones, ça pose un vrai problème. Et le seul moyen de régler ce problème, pour moi, et je l'ai proposé dans le cadre d'une loi qu'on va devoir discuter, on va aller sur la vidéosurveillance, c'est de faire intervenir, en quelque sorte, un arbitre, quelqu'un qui viendrait et qui dirait, écoutez, voilà, on va analyser les deux aspects du problème. Je ne suis pas forcément pour une autorisation préalable de vol, parce que ça va tout compliquer. Mais il faut quand même se rendre compte qu'avec 20 000 drones, ça représente un danger conséquent. On a déjà eu des premiers accidents, un drone qui est tombé à Genève, vous le savez certainement, plein palais. On a également eu une Valaisanne qui a été grièvement blessée à l'œil lors d'une répétition de danse. Et là, ça devient extrêmement difficile d'identifier le pilote. Et puis moi, je pense que ce risque, il doit être appréhendé de façon légère en termes de régulation et de loi. Mais de toute façon, il faudra l'appréhender. On n'a pas la possibilité de laisser les gens continuer à utiliser sauvagement ces appareils. Pour en revenir à la sphère privée, à la protection de la sphère privée, on a beaucoup débattu ces dernières années à propos des caméras de surveillance qui directement ou indirectement scrutent notre quotidien. Leur usage est désormais soumis à un cadre juridique assez clairement défini. En quoi l'irruption des drones dans notre ciel nécessite une mise à jour justement de ce cadre ? Alors, actuellement, vous aviez, si vous voulez, plusieurs garde-fous techniques. Vous aviez l'autonomie, vous aviez le climat, il y a
quand il pleut, il y a peu de gens qui vont faire voler un drone. Et puis, vous aviez aussi le bruit. Le bruit caractéristique d'un drone vous permettait notamment d'annoncer son arrivée. Il y a des détecteurs de drones qui fonctionnent sur le principe de la détection de bruit. Aujourd'hui, avec la multiplication des drones et évidemment l'évolution en termes économiques de ce secteur d'activité, on a développé des drones qui sont plus silencieux, qui ont une plus grande autonomie, etc. Donc, il y a des choses très simples qu'on pourrait faire. En Suisse, on n'a pas autorisé le brouillage des drones, par exemple. Tout comme on ne peut pas utiliser un brouillage téléphonique dans toutes les circonstances, c'est très limitatif. On devrait peut-être envisager, notamment pour ce qui concerne des lieux sensibles comme les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les écoles, les hôtels de police, les hôpitaux et j'en passe, la possibilité d'effectuer un brouillage. Si on ne veut pas de zone d'exclusion, c'est peut-être plus proportionné. Et puis l'autre élément qui me permet de dire quand même qu'on a une évolution qui va être importante, c'est qu'aujourd'hui, à l'EPFL, lorsque vous parlez avec des chercheurs, ils vont vous dire qu'ils ont une caméra qui peut déjà filmer à 5 km. Et cette caméra-là, on ne va pas la commercialiser parce qu'il faut toujours... Évidemment, lorsqu'on a des charges de développement très importantes, pouvoir réaliser ces charges de développement en termes de vente avant d'introduire un nouveau produit. Mais il faut bien s'imaginer que dans quelques années, on aura des caméras qui seront capables de filmer à plusieurs kilomètres. Et ça, c'est un vrai problème de sécurité. Parce que si vous vous baladez avec votre véhicule, on pourrait tout à fait imaginer qu'un détective privé ne va plus mettre sur votre véhicule une balise GPS, mais simplement, il va mémoriser dans son drone votre numéro de plaque minéralogique, et puis vous serez parti en balade et on vous fera suivre, et c'est un drone qui se chargera de cette mission-là. C'est tout à fait envisageable. Et ça pose un certain nombre de questionnements, non seulement du point de vue légal, mais éthique, économique. C'est pluridisciplinaire, et donc il va falloir réfléchir au cadre. Donc le cadre légal actuel ne suffit pas. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Alors, il y a de ce point de vue-là, la nécessité d'une mise à jour. Ouais. Je pense qu'il ne suffit pas. Et d'ailleurs, je m'interroge sur l'aspect plurifactoriel des normes, c'est-à-dire que lorsque vous allez expliquer à quelqu'un quelles sont les règles du jeu qu'il doit respecter, puis que vous lui dites « Ah, il y a quelque chose dans le droit de l'aviation, il y a quelque chose dans le droit civil, il y a quelque chose dans le droit pénal », les personnes vont vous dire « Écoutez, monsieur, je crois qu'à un moment donné, il faut simplifier les choses. Il faut être très pragmatique parce que sinon, les gens ne respecteront pas les règles. Parce que si vous devez avoir fait un master en droit pour comprendre les limitations, moi, je peux vous dire qu'en pratique, tout le monde va se dire « Bon, bah, j'essaye. Au pire, je serai amendé comme pour un véhicule que j'utilise de façon erronée, je parque mal ou trop longtemps. » Non, le but, c'est vraiment d'avoir un débat sociétal, d'éviter les problèmes et surtout, ce que je dis toujours, d'éviter une régulation par l'extérieur. C'est-à-dire que comme nous avons des fabricants de drones très importants en termes économiques, notamment à l'EPFL, il faut que la Suisse régule vite parce que si nous ne régulons pas, ce sont nos voisins qui vont réguler, qui vont nous imposer leurs normes. Et ça, c'est très mauvais parce que souvent, les entreprises ensuite doivent s'adapter à une nouvelle réglementation et elles perdent beaucoup de parts de marché. Alors, quelles normes concrètement imaginez-vous, Sébastien Fanti, par exemple? Alors pour moi, l'obligation de l'immatriculation, c'est vraiment le b.a.-ba. Ensuite, pour les normes actuelles en termes de survol et autres, moi je pense, contrairement à ce que dit l'Office fédéral de l'aviation civile, qu'il y a des zones qui doivent être prohibées. Je ne vois pas l'intérêt de permettre à ce qu'on survole un hôpital psychiatrique. Ça me paraît être une question basique. Mais bon, les gens qui, ma foi, utilisent ces drones ne le feront peut-être pas. Mais je pense que s'ils le font une seule fois et que vous avez l'identité des personnes qui séjournent dans un tel hôpital, vous aurez un scandale qui va permettre de prohiber à long terme. Et puis l'autre élément, c'est de donner des compétences aussi pour éviter la multiplication des procédures pénales, pour éviter justement qu'un voisin dise « il a filmé ma piscine », ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup déjà avec des caméras. Il faut envisager un autre type de règlement de litige. On pourrait tout à fait imaginer qu'un préposé dans ses compétences, et moi c'est ce que je demande dans mes compétences cantonales pour la nouvelle loi sur la vidéosurveillance, puisse agir en qualité d'arbitre et de médiateur avant qu'une procédure soit introduite, qui puisse se rendre chez les gens et dire écoutez, votre caméra là, certes elle donne sur votre maison, mais elle donne également sur la rue et votre voisin est incommodé. Donc est-ce qu'on peut aller sur place, envisager ensemble une solution qui satisferait votre voisin, et puis si maintenant moi je ne trouve pas de solution parce que c'est mon rôle d'être l'arbitre, et bien à ce moment-là, la procédure judiciaire est ouverte. Parce que, vous savez, à force d'aller devant les tribunaux et de demander à chaque fois des décisions, on ne fait pas beaucoup avancer les choses parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis l'autre élément, c'est que souvent les gens ont simplement besoin de quelque chose qui n'existe pas en Suisse et qui devrait être introduit, ce qui s'appelle le rappel à la loi. Le rappel à la loi, ça évite beaucoup de procédures, beaucoup de frais, beaucoup d'administration, et ça permet aussi aux gens d'avoir peut-être un petit conseil qui va suffire pour qu'ils corrigent leur utilisation d'un drone. Alors, pourtant, il existe déjà des appareils volants et ils sont interdits sur des zones habitées, notamment, je pense au modélisme aérien, évidemment. Oui. Pourquoi ne pas s'en inspirer finalement et dire, OK, les drones, pas de droit de survol dans les zones habitées? Alors, si maintenant,
je ne vous cache rien, moi je suis favorable à une interdiction sur certaines zones. Si vous avez l'aéroport de Sion, qui est interdit de survol, plus la police cantonale à Sion, plus un certain nombre de bâtiments publics à Sion, de facto, ça signifie qu'il n'y a plus un seul drone qui survole la ville sans autorisation. Donc ça, dans les zones extrêmement habitées, ça règle définitivement la question. Déjà. Donc, ça, c'est pour les villes, effectivement, les endroits qui sont, où il y a une densité de population. Mais dans les autres communes, par exemple. Dans les autres régions, vous aurez une régulation également par la compétence du pilote. Et ça aussi, il faut vraiment le savoir, parce que lors de démonstrations notamment qui ont eu lieu il y a quelques années ici en Valais, on a eu un drone professionnel d'une police cantonale qui s'est craché, ça a coûté 50 000 francs, il a fallu en recommander un l'année suivante. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas conscience de la difficulté de piloter ces drones. Donc ça va être aussi, si vous voulez, de facto, ça va être une limitation dans l'utilisation des drones. Maintenant, pour les interdictions de survol, nous ne pourrons régler qu'une partie des problèmes. L'autre partie du problème va se poser en termes d'assurance, le terme que je n'arrivais pas à trouver tout à l'heure parce que je ne suis pas encore bien réveillé, mais ça veut dire que si vous devez payer maintenant pour l'utiliser, peut-être que vous allez réfléchir et vous dire aussi, mais écoute, j'ai pas forcément envie de payer 100 francs par année pour être assuré en responsabilité civile. Donc, si vous voulez, l'obligation d'assurer lors de l'utilisation d'un drone, comme l'obligation d'assurer un vélo ou autre, ça me paraît être aussi une piste de réflexion. Vous éviterez ainsi, si vous voulez, des déconvenues et des procédures sans fin pour déterminer qui est responsable de quoi, parce que refaire le plan de vol d'un drone alors que vous êtes dans votre jardin avec votre fils en train d'essayer de lui montrer comment ça vole, ça me paraît relativement difficile. Alors le Conseil fédéral en est visiblement conscient de ce nouvel enjeu que représentent justement les drones, puisqu'il a chargé le département fédéral de justice et police de réviser la loi sur la protection des données afin d'intégrer précisément ces technologies complexes. Donc on peut être relativement optimiste. Oui, alors, vous savez, donc le projet de loi doit être rendu en août 2016. Donc, dans ce cadre-là. Alors, si vous regardez ce qui s'est passé lors du travail de la deuxième commission d'experts, moi j'étais membre de la première commission d'experts, vous voyez qu'il y a des pans entiers qui n'ont pas été abordés, comme le big data, où on a dit la doctrine n'est pas assez évoluée pour qu'on puisse intégrer ça. Vous imaginez ce que ça signifie quand vous dites que le big data ne sera pas envisagé immédiatement dans le cadre de la révision de la loi fédérale, mais dans le cadre d'une motion qui a été introduite, donc pas avant 2017. Moi, j'attends l'avant-projet qui sera présenté par le département fédéral de justice et police avec une impatience non feinte. Je me demande bien d'ailleurs comment ils vont libeller leurs clauses, parce que, si vous voulez, on a beaucoup de sources d'inspiration, dont la France qui a fait un très très gros travail sur les drones. Et ça ne sert à rien de réinventer la roue. Ce qui fonctionne ailleurs devrait être introduit ici, moyennant des aménagements, évidemment, en termes de droit, pour être conforme à notre législation. Donc là, je suis circonspect. Circonspect parce que, en lisant, j'ai fait un travail pour un livre, ce deuxième rapport d'experts, j'ai quand même l'impression que certains points n'ont pas été encore abordés. Voilà. Et puis il y a ce rapport de l'Office fédéral de l'aviation civile qui vient, si vous voulez, dans le débat avec force et qui prétend faire un instantané ce qu'il fait de ce qui va se passer avec les drones dans le futur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va suivre ce que dit l'Office fédéral de l'aviation civile ou est-ce qu'on va s'en démarquer? Parce que ce rapport-là, il ténorise un petit peu les points de vue de chacun au niveau fédéral. Moi, je pense qu'il faudra vraiment que les gens, en tout cas qui sont dans ce domaine, se mêlent au débat, que ce débat soit vif pour qu'on puisse dégager un consensus assez rapidement. Sébastien Fanti, on a beaucoup parlé des drones civils et à juste titre. On va parler peut-être des drones militaires cette fois-ci, puisqu'on le sait, les armées utilisent également ce type d'engin pour frapper des cibles. Vous vous y êtes d'ailleurs intéressé de près, Sébastien Fanti. Alors comment encadrer juridiquement cet usage militaire? Autrement dit, doit-on accorder à ces robots le droit de tuer et sous quelles conditions? Alors aujourd'hui, si vous voulez, lorsque vous parlez avec un fabricant de drones de combat, ce qui a été mon cas, et puis que vous lui dites, écoutez monsieur, dans vos conditions générales, il faut introduire les conventions de Genève, vous aurez très souvent une réponse comme celle qui nous a été faite en disant, vous êtes avocat, vous n'êtes pas éthicien, donc ce n'est pas à vous que je vais m'adresser pour faire les conditions générales. Puis quelques mois plus tard, les personnes réfléchiront et se diront, effectivement, le droit de la guerre doit être respecté lorsque je vais commercialiser des drones. Et de ce point de vue-là, il y a toute une réflexion à conduire. Pour moi, et contrairement à ce que beaucoup pensent, les drones ont une capacité autonome de désignation des cibles
et d'élimination des cibles. C'est horrible ce que je vous dis là, parce qu'en fait, le drone peut décider qui il va tuer. Tout comme une voiture autonome, dans la configuration telle que développée à ce jour, va décider qui elle tue lorsqu'elle a la possibilité d'éviter un mort parmi le véhicule qui précède ou qui la suit. Donc de ce point de vue-là, maintenant, il faut rapidement prendre les choses en main pour éviter que certains États qui ont déjà introduit des algorithmes, notamment au Pakistan, pour désigner des cibles en fonction de critères objectifs. Alors ça peut être effectivement le fait que la personne soit armée ou non, qu'elle matche avec une base de données de terroristes, ensuite qu'elle soit dans une configuration conflictuelle. Mais de ce point de vue-là, ce sont les appareils qui vont prendre la décision. Et je pense très clairement que si nous ne régulons pas, et là nous avons un rôle à jouer puisque nous sommes les dépositaires de ces conventions de Genève, si nous ne régulons pas, ce qui va se produire, c'est qu'on va utiliser ces armes sur des terrains d'opération comme c'est déjà le cas. Et ensuite, évidemment, on va pouvoir faire des économies parce que ce que vous disent les militaires est assez simple. Moi, si je perds un drone, ça va me coûter de l'argent, mais ça me coûtera toujours moins cher en termes notamment de publicité négative que de perdre un homme sur un terrain d'opération. Et puis le deuxième élément, c'est qu'avant qu'on arrive à abattre un drone, il faudra quand même avoir des compétences particulières et ça s'adresse à des combattants aguerris et particulièrement bien équipés. Donc ça va se multiplier. Vous avez vu qu'il y a eu cette convention à Genève, il y en a une autre sur l'intelligence artificielle en Argentine qui a beaucoup parlé de ces drones tueurs. Et pour moi, il faut rapidement que la Suisse se pose en leader d'opinion et dise très clairement, nous en qualité de dépositaire de ces conventions, on veut maintenant que les règles de base du droit de la guerre soient respectées et qu'on n'utilise pas ces drones pour tuer des gens de façon automatisée. Je vous remercie Sébastien Vendy. Vous restez avec nous. On va accueillir Sandra Viscardi et Sandra Zimmerli pour parler de la presse et tout d'abord de la presse alémanique, le préposé à la protection des données dans le vent contraire. Oui, la nomination d'Adrian Lobziger devait être une simple formalité. Désigné par le Conseil fédéral, l'actuel vice-directeur de l'Office fédéral de la police devait encore recevoir le feu vert du Parlement. Mais voilà, des politiciens de tous bords sont bien décidés à empêcher cette nomination. Parmi eux, Franz Grüter, conseiller national UDC et chef de la société Green.ch. C'est la fausse personne, dit-il, et ce n'est pas seulement à cause de sa fonction à la police où il s'est plus occupé de récolter des données que de les protéger. Non, c'est surtout parce qu'il est dans l'administration fédérale depuis 15 ans et n'a aucune relation avec l'économie. Dans la protection des données, on pense toujours au privé, c'est faux. Elle est primordiale pour la plupart des entreprises étrangères aussi. Une multitude de données sont stockées chez nous en Suisse parce qu'on fait confiance à la Suisse. Il en va de notre crédibilité. Sébastien Vendy, un préposé à la protection des données issu de la police, ça vous dérange ? Alors, j'ai un devoir de réserve, mais vous savez, je suis très franc et très honnête. Ouais. Tout d'abord, effectivement, j'ai soutenu un autre candidat qui est Jean-Philippe Walter, qui est le préposé à l'intérim, que je considère comme compétent, comme collégial, comme efficace et qui est un ami. Donc je n'ai aucun problème à dire que pour moi le choix devait se porter sur Jean-Philippe Walter. Je l'ai même écrit. Pour moi c'est une erreur de casting de ne pas prendre Jean-Philippe Walter. Je ne connais pas M. Lobziger, peut-être qu'il sera un très bon préposé, je ne me permettrai pas d'émettre un avis, tout d'abord dû à mon jeune âge et à mon inexpérience encore dans cette fonction, mais pour moi c'est l'erreur de casting. Comme on aura probablement une erreur de casting également en termes de poursuite pénale, parce qu'aujourd'hui à Berne, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Vous avez un candidat qui a consacré plusieurs dizaines d'années de sa vie à cette fonction, qui est opérationnelle alors qu'on a deux révisions importantes de loi. Vous avez la révision de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, vous avez actuellement des normes qui vont entrer en vigueur partout, le Safe Harbor, et vous allez chercher quelqu'un qui va devoir se mettre dans le bain pendant plusieurs mois en créant une possible latence et en demandant à l'actuel préposé à l'intérim de poursuivre son travail. Mais est-ce qu'on réfléchit franchement à Berne? Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à ce qu'ils décident? Parce que là, franchement, de l'extérieur, sans évoquer nullement la personnalité du candidat qui a été choisi, on est un peu inquiet quand même de l'incurie des choix qui sont opérés. Et pour reprendre un mot du professeur Morin, nous avons une caste d'illettrés numériques qui est parmi les plus importantes d'Europe. Nous n'avons aucun secrétariat d'État aux affaires numériques, nous n'avons aucun département qui a des community managers qui orientent l'action politique, pas seulement qui tweetent pour dire que Monsieur X est à la réunion des vendeurs de saucisses bernois. On n'a rien. Ouais. On n'a rien et on fait le choix d'avoir quelqu'un qui est aujourd'hui clivant.
Parce que c'est ça la réalité. Vous pouvez lire tous les articles, tout le monde dit que c'est une personnalité clivante. Ça doit être une personnalité qui est un rassembleur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le Parlement, s'il les lit, en assumera les conséquences. Et si les conséquences sont importantes pour la Suisse en termes économiques, je vous rappelle tout de même que nous sommes liés par certains accords et que nous pourrions être considérés comme n'ayant plus un niveau de protection adéquat si des décisions ne sont pas prises rapidement pour nous conformer à nos engagements. Il faudra que le préposé soit opérationnel très très vite. Et moi, je tiens juste à dire une chose. Vous savez, quand on a consacré 30 ans de sa vie à un poste et à défendre la protection de données au niveau fédéral, et puis qu'on vous dit que vous êtes trop vieux pour être candidat, moi, celle-là, franchement, elle me passe très mal. Parce que si c'est ça la façon dont on nomme les candidats à Berne, eh bien, je peux vous dire que j'ai aucune envie d'y être un jour candidat. Merci d'avoir été intarissable malgré votre devoir de réserve, Sébastien Fanti. Je rappelle que vous êtes le préposé valaisan à la protection des données. Et merci d'avoir été surtout notre invité ce matin en direct de notre studio de Sion. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci.